Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur. On est à l'émission L'Info avec Suzanne Blouin, une léonardoise. C'est comment on dit ça? Notre gentillet, c'est quoi? Bonne question, Stéphane, je sais pas. On va, si vous le savez, écrivez-nous. Suzanne, pourquoi que je te rencontre aujourd'hui? Parce que moi, je m'intéresse à notre diaspora. Nos gens du coin qui ne sont plus nécessairement du coin. Tu n'habites plus à Saint-Léonard, t'es rendu où? Non, j'habite pas à Saint-Léonard, mais mes parents et Toujours. ma sœur, donc j'y reviens régulièrement. Ouais. Mais je suis dans le bout de Beauharnois, Valleyfield de Montérégie-Ouest. Oui, et on s'est connus, nous autres, on n'a peut-être pas nécessairement le même âge, on s'est peut-être pas connus. Moi, c'était plus ton frère, Jérôme. Oui, c'est c'est mon ça, âge. exact. Mais tu as fait ton parcours scolaire À Saint-Léonard, Tournesol, à Polyvalente, tout ça. Exact. Et par la suite, tu as fait des études. Puis Oui. on va dire qu'on s'est recroisés, nous autres. Tu as fait des études en quoi, toi, Suzanne? En théologie pastorale. OK. Ouais. Et pourquoi donc la théologie pastorale? Bien, je te dirais que ça fait partie de ce que je suis. Depuis ma toute jeunesse, même moi, je me souviens, au primaire, on était allé visiter les sœurs de cloîtré à Nicolette. Oui. Puis, dans ce moment-là de visite où on regardait, on jasait avec les sœurs, moi, le regard de ces personnes-là, qui étaient derrière une grille, en fait, était tellement allumé, il y a quelque chose qui m'est resté comme une interrogation. Puis, depuis ce temps-là, en moi, c'est comme un chemin qui s'est ouvert. Okay. Puis, j'ai emmené ma petite valise aujourd'hui, dans le fond, c'est pour dire que mon chemin, à moi, il a commencé loin. C'est une vieille valise. Oui. Puis, ça a commencé ça. Jeune au primaire, je me suis questionnée sur la présence, on pourrait dire, de la vie spirituelle à l'intérieur de soi. Hein? Mm-hmm. Le monde, il n'est pas juste à l'extérieur, il est en nous aussi. Puis bon, ça a pris la forme d'un engagement dans la pastorale quand on était au secondaire avec Marcel Bourgeois. Ben oui. C'était Marcel dans ce temps-là, nous autres. Là. C'est ça. Fait que t'étais, mettons, là, on allait à Polyvalente, parce que c'était encore une Polyvalente dans ce temps-là. Oui. T'étais là. T'étais dans le local de pastorale. Écoute, la petite histoire, moi, j'avais dit à Marcel que je voulais organiser des rencontres de prière sur l'heure du dîner. OK. Puis je le faisais. Okay. On se réunissait 5-6 jeunes là, de mon année surtout, puis on faisait notre petite demi-heure de méditation. On dirait aujourd'hui de la méditation. Oh. À l'époque, on appelait ça plus de la prière, disons. Mais il y avait, puis tu l'as-tu encore, puis tu peux me dire si c'est trop personnel, mais est-ce que toi, tu crois en Dieu? Bien, je crois, disons, à quelque chose qui existe au-delà de ce qu'on peut voir ou percevoir. Une forme de vie ou d'énergie, tu sais, qui est là à l'intérieur de nous, puis qui nous interpelle, puis qu'on ne sait pas. Mais je peux rien affirmer, tu sais, sur ce qui se passe après. Mais as-tu la foi, parce que, tu sais, bon, on parle de Marcel, à cette époque-là, il y avait encore de la confessionnalité dans les écoles, là. C'était un agent de pastoral, c'était un agent de l'Église catholique. Oui, il recevait son mandat, Marcel, entre autres, de l'évêque. Tout à fait, c'était un employé de l'école, mais c'était un mandataire du diocèse de Nicolet. À cette époque-là, toi, c'était quelque chose. Oui, le catholicisme. Oui, mais ce que je comprends de ce que tu me dis, on n'est peut-être plus en marge de ça? Bien, ce que je vais t'expliquer, au fond, c'est que ce qu'on appelle la foi ou la vie spirituelle, la vie intérieure, appelle ça comme tu veux, ce que je peux te dire, c'est que ça procède d'une symbolique. Ça prend des symboles pour exprimer cette espèce de conviction que la vie, c'est plus que juste la matérialité ou que la vie a un sens, si tu veux, ou qu'on croit quelque chose qui est au-delà de la vie comme telle. Ça prend une symbolique pour l'exprimer. L'être humain ne peut pas juste... Tu sais, sinon on pèle des nuages. Là. Oui. Bien, on a une certaine rationalité, fait que là, qu'il y ait des personnages, qu'il y ait des symboles, qu'il y ait des objets reliés à la foi, ça aide à l'humain à saisir, donner un sens plus concret à quelque chose qui n'est pas concret. C'est un peu ça. On peut y aller comme tu dis. C'est un peu péjoratif, là, mais donner un sens matériel à quelque chose qui est immatériel. C'est un peu ça. J'aime mieux ma phrase. On peut le comprendre par la logique, tu sais, la philosophie, la théologie, mais on peut aussi pressentir, disons, quelque chose à l'aide
d'une symbolique, par exemple. Fait que là, on va y venir. Donc, tu as un engagement spirituel au secondaire. Ta famille, toi, tu viens d'une ferme durant la chaussée. Oui. Donc, tes parents étaient agriculteurs. Oui, j'ai grandi dans les patates. Bon, fait que là, on a un contact avec la nature. Ça a peut-être bâti aussi ta spiritualité. Tes parents, c'était-tu des gens qui étaient croyants? Oui. Quelque chose qui faisait partie de la dynamique familiale, ça, la religion? Je te dirais que je me souviens d'une fois ou deux, on a fait le chapelet en famille. On allait à la messe, bien sûr. Mais je dirais, dans ma famille, moi, je me démarquais de mes frères et sœurs par ma foi, là, catholique à ce moment-là, parce que, dans le fond, ce que je disais tantôt, c'est que, tu sais, moi, j'ai vraiment ressenti une présence autre que moi, une transcendance. J'ai fait une expérience qui me prouvait pour moi qu'il y avait quelque chose d'autre. Donc, c'est à partir de ça que j'ai grandi après au secondaire et tout. Mais dans ma famille, oui, il y avait ça, mais c'est moi qui le vivais peut-être le plus intensément, je crois. Tu n'as pas été, dans ma sous-question, tu n'as pas été obligé. Pas en tout. Tu as des parents qui avaient... Une ouverture. Une ouverture. Oui, puis ils faisaient partie aussi d'un petit groupe là, qui s'appelait Chrétiens en milieu rural. OK. C'était animé. Il y avait plusieurs familles là, de Saint-Léonard là, et des environs qui se rassemblaient une fois par mois. Puis il y avait un texte d'évangile. C'était animé par une de nos profs, Adrienne Roy. Hein? T'en souviens-tu? Sœur Adrienne. Elle a été là un petit peu, elle, là-dedans. Là. OK. Puis, puis je me souviens qu'avec les Martin, les Richard, on allait, toutes les familles... C'est arrivé qu'on se rassemblait. Puis, tu sais, le fameux Vendredi Saint que les Canadiens ont battu les Nordiques. Là, oui. Là. Bien, on était, nous autres, rassemblés là, dans un partage d'évangile. Je pense que c'était chez les Richards. OK. Puis, en tout cas, c'était... Vous n'avez pas écouté le hockey, vous autres? Il était comme en arrière. OK, bon, quand même. Mais pour dire, ça faisait partie quand même, tu sais, de la famille. Donc, théologie pastorale, tu vas-tu rapidement travailler dans les écoles? Parce que, tu sais, de la pastorale, c'est pas nécessairement à l'école que ça peut s'enseigner, que ça peut on peut en faire un métier, mais toi, tu vas-tu rapidement travailler dans des écoles? En fait, ce que j'ai fait, mon parcours, ça a été après mes études en théologie pastorale. J'ai fait 1 an dans une paroisse comme telle. OK. Puis après ça, j'ai trouvé que ce milieu-là, je le trouvais un peu trop fermé pour ce que moi je voulais vivre. Tu sais, le dogmatisme un peu, c'est présent. Je ne veux pas dans n'importe quelle religion, ça peut être plus rigide ou moins rigide. Il y a des gens plutôt conservateurs. Exact. Il y a des progressistes. C'est ça. Ouais. Tout était plus progressiste. Évidemment, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a eu, quelqu'un qui a laissé un poste au Cégep Maisonneuve, à Montréal, qui m'a dit « Ah, Suzanne, on cherche quelqu'un. » Fait que là, j'ai été engagée là au Cégep Maisonneuve comme animatrice de vie spirituelle. Fait que là, déjà, on ne parle plus de pastoral. La transition, c'était fait, là. Parce qu'à un moment donné, on parlait d'agent de pastoral, puis on s'est mieux à parler d'agent d'engagement communautaire et de vie spirituelle. Sauf que moi, je l'ai vécu avant la société dans son ensemble. Parce que ça a été au tournant des années 2000, ce dont tu parles, que c'est sorti des écoles. Mais moi, c'était autour des années plus 94, 95. Les cégeps ont comme été précurseurs. Oui, bien, les cégeps n'ont jamais eu de confessionnalité. Sauf que moi, j'étais engagée là parce que le Cégep Maisonneuve, c'est un ancien collège des Pères de Sainte-Croix. Puis eux, c'était plus leur collège, mais ils voulaient donner une présence en termes de vie spirituelle aux élèves, aux étudiants, mais pas nécessairement confessionnelle. Là. Fait qu'ils nous prêtaient, nous, parce qu'il y avait un animateur comme moi dans d'autres cégeps de Montréal aussi, on était 3. Fait qu'on était présents aux jeunes pour les écouter, les accueillir. On faisait des séjours dans des monastères, mais pas dans un but prosélytique, tout simplement d'écouter leurs besoins. Bon, j'ai dit un mot, là. Bon, je te dois de le dire. Bon, on va l'expliquer parce que je présume un peu le sens, mais puis si on est d'une télévision communautaire, on fait de l'éducation. Désolée. Je te fais pas un reproche. Prosélytisme, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est l'intention de convaincre, disons, d'autres personnes de ses propres convictions. Fait que toi, ton travail, tu n'étais pas là à dire « Cette religion-là, c'est la meilleure, puis les autres sont pas bonnes. » Exact. C'était plus... pas... On accueille. On est dans l'accueil. Puis à l'âge du cégep, les jeunes sont en recherche de qui ils sont beaucoup, justement, de leurs valeurs. C'est là que ça se passe beaucoup, là. Donc, c'était de les écouter, eux, pour qu'ils trouvent ce qui correspond. On parlait de symbolique tantôt. Leur propre symbolique qui répond à leurs besoins, dans le fond. Fait que là, tu vas travailler là combien de temps? Ah, j'étais là une 12aine d'années. OK, quand même. Oui. Puis là, est-ce que, tu sais, il y a des gens qui font leur travail, puis il y a des gens qui font leur travail, mais qui sont comme tout le temps en recherche d'amélioration, de questionnement, puis tout ça. Toi, tu étais là-dedans, là.
contentais pas juste de travailler. Tu étais avide de connaissances. Me trompes-tu? Bien, en fait, oui, j'ai fait mon bac là-dedans, donc j'ai pratiqué, j'ai eu ma famille dans cette période-là, mais c'est plus tard que j'ai ressenti le besoin, plus vers la trentaine, en fait, de retourner un petit peu approfondir, parce que j'ai été formée quand même chez les catholiques en théologie pastorale, puis justement, dans un contexte de plus en plus laïque et tout, on se dit, bien là, il y a les outils pour travailler avec les gens d'aujourd'hui, il faut se renouveler des fois dans la vie. Okay. Puis, plus tard, quand je suis allée dans le réseau plus primaire, secondaire, comme animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire, on s'est mis à travailler beaucoup avec la science. On nous disait il faut travailler maintenant beaucoup plus avec la science. Donc, c'est pour ça aussi que je suis retournée aux études, que j'ai fait une maîtrise qui m'a permis de m'approprier une approche pour accompagner les gens, mais à partir d'une théorie officiellement, puis un test aussi qui a été validé pour accompagner des gens, pas juste à partir de moi, ce que je pense, ou des idées générales, ou d'une théologie, ou d'une religion, ou d'une symbolique, mais d'une approche plus scientifique. Puis là, moi, je t'ai vu parce qu'on est amis Facebook. Fait que là, je te vois. Je te vois déposer t'as-tu fait mon mémoire. Un mémoire de maîtrise. Je vois qu'il y a un retentissement. Il y a des gens qui s'y intéressent. Je te vois même à un moment donné aussi faire la promotion d'un livre. Ça, c'est un ouvrage collectif. Oui, c'est ça. Donc, je te vois là. Puis là, c'est là ma curiosité. Je pourrais l'inviter à la télévision. Fait que là, on est rendu là. Ton mémoire de maîtrise, sur quoi qu'il va porter? Bien, il porte sur l'accompagnement professionnel, au fond, de la vie spirituelle. C'est le titre du mémoire. Okay. Donc, par une approche qui s'appelle la psychagogie des valeurs. Donc, je répète, la psychagogie des valeurs. Bon, on va y aller. Décortiquons le mot. Oui. On n'a pas eu la chance de faire... Ben, toi, tu n'as pas fait du latin ou du grec? Non. Il y a les gens plus âgés que nous autres qui ont fait des études supérieures. Souvent, il y avait du latin et du grec. Puis ça aidait à comprendre les mots. Dans les collèges classiques, autrefois, avant que les cégeps commencent, justement. Oui. Mais c'est ça, nous autres, on n'a pas eu cette chance-là. Ce mot-là, si on le dit décortique, qu'est-ce que ça veut dire? On va le couper en deux, c'est d'accord? Oui. OK. Psycha, psycha, c'est comme la psyché, c'est comme notre intérieur, notre imaginaire, ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos sentiments, tout ça. Et agogie, ça veut dire, comme dans pédagogie, tu vois, ça veut dire conduire. Donc, la psychagogie, donc, c'est une approche d'accompagnement, donc conduire quelqu'un vers lui-même, vers sa propre vie intérieure, sa propre sagesse intérieure pour qu'il soit en équilibre. Puis ça peut se faire, peu importe la personne, qu'elle soit dans une religion ou une autre, ou qu'elle n'ait pas de religion non plus. Donc, c'est des outils qui sont, moi, je vais prendre un autre grand mot, si tu permets, anthropologiques. Ça veut dire que ça parle de l'être humain en général, de comment il est, comment il fonctionne, et non pas d'une compréhension, là, mettons, du monde à partir d'une religion. C'est un peu ça. Mais là, psychagogie, psychologie. C'est pas pareil, parce que psychologie, on parle d'un fonctionnement plus comme tel, des mécanismes psychologiques là, qui permettent une forme de santé. Là. On parle plus en lien avec une maladie. On a besoin de la psychologie quand on veut classer des gens en fonction peut-être des difficultés qu'ils peuvent vivre, tandis que psychagogie, on parle d'un chemin. On conduit. Dans la vie, tout le monde veut aller quelque part. C'est ma petite valise. Oui. On veut tous aller quelque part. On a toutes des choses qui nous intéressent. Puis, c'est un peu ça. On n'a pas besoin d'avoir... ça s'adresse aux gens qui sont bien, qui n'ont pas nécessairement de gros problèmes, là, qui doivent consulter un psychologue, tout ça, mais qui s'interrogent un peu sur le sens de leur vie, puis qu'est-ce qui est important dans leur vie. Où vais-je, où suis-je, qui suis-je? Un peu, les grandes questions. Puis il y a tous des moments dans notre vie, des fois, on sent qu'on tourne un peu en rond. Ou qu'on se demande, je fais ça? Quel sens je veux donner? Qu'est-ce que je veux léguer? Mais ces gens-là qui font ce type de démarche-là, y a-t-il un âge? Puis c'est sûr qu'il y a plein de gens différents, mais est-ce qu'il y a la quarantaine, la cinquantaine? Je pense qu'il y a des âges limites, dans le sens que quand on est dans des périodes où, justement, on remet en question un peu notre vie, là, des fois, on est plus comme au pied du mur. La vie nous fait vivre des fois des situations, puis ça peut être deuil aussi, perte d'emploi ou des ruptures qui peuvent faire en sorte qu'on a besoin de s'intérioriser, d'aller se brancher à l'intérieur de nous pour savoir ce qui est vraiment important. Ça, c'est une chose. Mais j'ouvre ma valise parce que... Ta valise que tu as achetée dans une friperie. Oui, parce que moi, quand je vais... Excusez-moi, je vais enlever mon téléphone. Quand je vais... l'écologie, très etc. important.
Fait que là, l'ouvre sa valise. Je ne m'attendais pas à avoir des toutous dedans. C'est ça. Mais après être allée au Cégep Maisonneuve, j'ai quand même travaillé dans des écoles, puis c'est là qu'on s'est aussi rencontrés. Oui, parce qu'à cette époque-là, je m'occupais de projets pour les conseils d'élèves. Je donnais de la formation en démocratie. Fait que là, ça, c'est ta bécasse. Ton bagage. Oui. Explique-nous un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bien, c'est pour te montrer que la psychagogie, là, on a parlé des adultes, mais que, regarde, il y a aussi un autre livre ici que je t'ai apporté que tu peux regarder. Oui, je vais le montrer à l'écran. La sagesse des 9 à 12 ans. Ça, c'est pas toi qui l'as écrit, mais c'est un livre qui t'a inspiré, ça. Bien, en fait, Raymond Lapré, qui est l'auteur, c'est la personne qui a développé l'approche de la psychagogie des valeurs dans sa thèse de doctorat autour des années 2000. Puis, cette personne-là, dans le fond, il a fait une recherche pour voir si la psychagogie aussi pouvait s'appliquer vraiment aux enfants avec un test qui s'appelle le test AT9. Ça, c'est le compte-rendu un peu d'une recherche qui démontre que oui, les enfants, on a souvent tendance à penser qu'il faut leur inculquer des choses, il faut leur dire quoi faire, puis tout ça, puis c'est vrai en partie. Mais ce que ça démontre, c'est qu'on peut guider les enfants à s'écouter eux-mêmes aussi, puis à voir eux-mêmes qu'est-ce qui ça va leur être utile toute leur vie. C'est de l'éducation. C'est un peu ça, qui saisissent son ressenti puis tout ça. Mais là, tu as parlé de test A. Test AT9. Parce que dans cet élément-là de psychagogie, bravo! Il y a des... Ben toi, t'en fais-tu? Tu rencontres-tu des gens? Oui. Bon, OK. Fait que là, tu les rencontres, tu choses avec eux autres, puis tu leur fais passer un test. Oui. OK. Bien, s'ils veulent. C'est pas obligé. Okay. On peut pratiquer la psychagogie juste en comprenant ce qu'il y a en arrière de ça, puis j'age avec quelqu'un, je pourrais parler avec lui sans qu'il sache que je fais ça. OK. Parce que ça fait partie de nous, de ce genre de choses-là. Mais si on veut aller plus, quelqu'un va avoir, mettons, une espèce, je dirais, une radiographie de son intérieur. Ah! Là, on le fait en plein d'affaires sur notre santé physique. Oui. Puis on peut le faire sur notre mental. Oui, notre équilibre, disons, symbolique dans notre vie, de notre équilibre de sens. C'est-tu comme un test de valeur, un peu? Ça occasionne de parler des valeurs, mais ça ne dira pas « voici tes valeurs ABCD ». Ce que ça fait, regarde, si tu veux regarder la couverture du livre, on voit un dessin sur le dessus. Oui, un jeune, un enfant qui tire des flèches sur un genre de monstre. C'est ça. En fait, c'est un dessin, le test AT9. OK? Donc, on invite les gens à dessiner un dessin avec un certain nombre d'éléments. Ensuite, il y a quelques questions à répondre. Dans le livre, il y a plusieurs exemples de dessins d'enfants. Puis après ça, à partir de ce test-là, moi, je fais l'analyse et j'aide la personne à elle-même comprendre ce qu'elle a fait dans son test et se comprendre à travers ça ensuite. Mais là, moi, ça promet... Ben oui, j'avais vu ce que tu avais publié, tu avais partagé sur ta page Facebook, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, ce mot-là, c'est peut-être la psychagogie, c'est peut-être la première fois qu'ils l'entendent. Oui. C'est quelque chose qui naît, là. Oui. OK. Puis on veut, est-ce que je me trompe en disant on veut comme professionnaliser notre approche? Entre autres, tu me parlais qu'on veut créer un OSBL? Oui. OK. Bien, quand j'ai commencé mes études sur ce sujet-là, c'était pour mon travail dans les écoles primaires et secondaires, pour moi me donner d'outils qui sont plus solides scientifiquement, donc qui sont plus adaptés au monde d'aujourd'hui. Mais c'est clair que moi, je souhaitais, après ça, l'apporter à d'autres. OK. Parce que Raymond Lapré, lui, ce qu'il a emmené comme approche, bien, il l'a partagé à d'autres, mais c'est tout nouveau. Donc, c'est en 2000, on est en 2025 presque. Ça fait pas longtemps que ça existe. Puis moi, en fait, je crois beaucoup à une profession d'accompagnement de vie spirituelle qui est laïque, tu sais, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller dans une religion pour parler de ça. On peut avoir notre religion et consulter un psychagogue, OK, qui va nous aider à voir, bien, est-ce qu'on est en équilibre dans notre façon de croire, dans notre manière de vivre? Puis si on veut cheminer, c'est-à-dire si on veut modifier des choses dans notre vie pour être plus en équilibre, bien là, le psychagogue va être en mesure d'écouter ça chez la personne et de l'aider à prendre conscience elle-même de ce qu'elle veut modifier dans sa vie. Bon, tu parles de laïque, puis toi, tu es une laïque. Il y a des religieux dans chaque religion, des prêtres, des sœurs, des frères, puis des imams, des rabbins, etc. Y a-tu des gens qui ça confronte, ça, des gens des religions officielles, qui disent
Ils veulent prendre notre place, eux autres, ça, ces psychagogues-là. Là. Ben, j'ai pas rencontré ça du tout en ce moment. Je dirais que même, je pense qu'on pourrait le voir comme, même pour des gens qui sont évidemment dans des religions, comme un outil de plus pour se connaître, tu sais. Puis ça vient pas confronter les croyances d'une personne. Okay. Ça vient donner un regard différent. Tu sais, quand je dis la radiographie de l'intérieur, bien, quand tu vas à l'hôpital, tu fais une radiographie, ça ne te dira pas, bien là, c'est pas correct, là, ce que tu fais dans ta vie, ce que tu manges, tout ça. Ça peut te dire, bien, rééquilibre un peu, tu sais. Peut-être tu as besoin de plus de ci, de ça, si tu as un problème avec ton estomac, mais il ne va pas te dire de changer toute ta vie nécessairement. Okay. Tandis qu'en psychagogie, c'est un peu ça, on va rééquilibrer les choses au besoin, si la personne en a besoin. Évidemment, je ne veux pas que tu me fasses une séance de psychagogie, mais qu'est-ce qui ressort de ça? Les gens qui vont aller te voir, ils font peut-être un suivi ou non, là, mais les échos de ceux qui t'en donnent un, c'est quoi que ça a donné de faire une démarche avec toi? Bien, ça donne justement que tranquillement, pas vite, on change des choses en profondeur dans notre vie. C'est pas un truc, c'est pas une recette, une petite affaire. C'est vraiment quelque chose que tu prends conscience progressivement. Mais je vais donner quelque chose de plus concret, si tu acceptes. J'ai emmené mes trucs d'enfants, c'est pas pour rien. OK? Parce que dans le fond, là, quand on travaille avec la psychagogie, là, quand je suis avec les enfants, je use des marionnettes, on réalise qu'à l'intérieur de nous, la base de ça, on a des énergies comme différentes, ou c'est lié à notre biologie, ça. Mm-hmm. On a à l'intérieur de nous une énergie de combat, puis de gagnant, de compétition, puis tu sais, il faut réfléchir, puis il faut s'organiser dans la vie pour se faire avoir, pour vivre nos valeurs. Mm-hmm. Okay? Oh oui. Mais en nous aussi, on a tout à fait aussi quoi? Oh! On n'aime pas ça dire ça, hein, mais on a un petit mouton à l'intérieur de nous. Et plus, lui, il est docile. Lui, il aime la douceur, il n'aime pas ça, le conflit. Ouais. Puis, tu sais, j'ai juste envie de faire du cocooning, être tranquille, puis être en harmonie, puis la vie est belle, puis on reste, tu sais, on laisse aller, tu sais, lâcher prise. Fait que ça, c'est deux grandes énergies qu'on a à l'intérieur de nous, sauf que ça pourrait être bien le fun, avoir ça... quand ça va bien, mais sauf que c'est un petit peu en confrontation. Ouais, Il y en a toujours une qui veut prendre le dessus sur nous, à l'intérieur de nous, dans nos valeurs, dans nos convictions, dans nos croyances. Tu sais, moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup, par exemple, mettons que j'aime beaucoup l'environnement. Je donne un exemple comme ça. Bien là, je vais combattre pour l'environnement, je vais être une militante, puis je vais aller, tu sais, faire des manifestations, puis je vais condamner tout ce qui est un peu à l'encontre de ça. Puis je vais être beaucoup dans l'action, puis je peux me perdre là-dedans aussi. Exactement, je peux m'épuiser à un moment donné. Peut-être en colère, c'est pas super. Là. C'est ça. Parce que ça peut amener à la colère, ça. Ben oui, ça peut être une saine colère, mais si c'est juste ça, si j'écoute jamais ma partie mouton, si je peux dire, ben il va s'épuiser à un moment donné, hein, puis ça n'aura plus de sens non plus. Quand on va trop de ce côté-là, notre vie, elle fait plus de sens. On est juste dans le combat, on travaille, on s'épuise, la performance. On voit beaucoup ça dans le monde d'aujourd'hui, là, les burn-out, tout ça. C'est parce que en passant, on peut penser à des gens en affaires, mais il y a des gens dans le communautaire sur des super valeurs, mais qui vont s'étourdir. C'est exactement pour ça, moi, que ça m'intéresse, OK? Parce que la vie spirituelle, c'est pas juste des questions là, de ce qui se passe après la vie et la mort. Ça se vit dans le concret aussi. Puis, dépendamment, mettons que ta valeur d'environnement, bien, si elle est juste ici, ta valeur d'environnement, puis que tu ne vas pas de temps en temps la vivre ici aussi, bien, là, tu t'épuises. Mais si ton environnement, tu le fais ici, ça veut dire que peut-être que lui, il va accepter de se taire un peu, puis d'écouter que je suis fatiguée de lutter, tu sais, puis j'ai besoin, en quelque part, d'être avec d'autres personnes, puis on va juste être ensemble pour célébrer les efforts qu'on fait. Juste pour se dire que ça fait du bien d'être ensemble, puis on a autant besoin de ça que de lutter, tu sais. On a besoin de célébrer ce qu'on fait. Puis ma girafe, c'est un peu... Je suis tout seul, oui, c'est ça. Tu comprends très bien. On a critiqué le compétitif, mais lui, le mouton, si on est juste un mouton, on va se laisser manger à laine sur le dos. Bien, tu sais, du côté environnement, ça pourrait te dire, ben là, ça donne rien de lutter. Tu sais, si je vais là-dedans, là, c'est comme là, si tu as l'anxiété, là, la grosse anxiété liée à l'environnement peut être là. Mais quelqu'un qui démissionne carrément, tu sais, qui dit, ben là, l'environnement, c'est bien beau, là, mais
je pense que ça ne m'appartient pas finalement, c'est trop gros. Fait que moi, je vais juste essayer de faire mes petites affaires, mon petit recyclage moi-même, tout ça, puis ça va être bien suffisant. Puis on n'a pas besoin de lutte sociale, puis c'est au gouvernement à faire ça. Fait que ça devient un repli sur soi, qui, au fond, qui est pas mieux non plus, parce qu'on se coupe d'une partie de nous-mêmes. Oui. Puis là, il y a l'autre. Ben oui, ben là, j'ai pris la girafe. J'ai le sens d'observation. J'ai vu qu'il y avait 3 marionnettes. Bien, la girafe, c'est parce que je trouve qu'elle a trouvé un peu à mi-chemin entre le mouton, dans le sens que, tu sais, c'est pas mal pacifique, hein, une girafe. Oui. Hein? Mais en même temps, une des caractéristiques du côté plus performant, c'est qu'on s'organise, on voit loin d'avance. Oui, mais elle a un grand coup, puis elle voit loin d'avance. Mais elle est calme. Oui, puis c'est l'animal aussi qui, semble-t-il, au niveau physique, biologique, a le plus grand cœur. Ah. Fait qu'elle est connectée à son cœur, la girafe, puis elle voit loin en même temps. Donc, elle a comme le meilleur des deux, si je peux te dire. Fait qu'on soyons des girafes. Bien, essayons. Mais il y a des fois dans notre vie, il faut aller là. Oh oui, parce que là... Il faut aller là, il faut y aller là, au spa là, quand on en a besoin. Là, fait que là, ça, c'est adapté à des enfants, mais c'est un peu ça. Là. Si oui, tu là, le fais avec des enfants, j'ai pris le plus simple. Tu le fais de façon là, plus mature, mais tu le fais avec des adultes aussi. Oui, bien avec l'adulte, en prenant le test AT9, la personne fait son dessin. Puis là, moi, je lui montre comment comprendre son dessin, la présence de ça dans son dessin. On pourrait dire d'une énergie de production, d'une énergie d'intériorisation ou de repos et d'une énergie d'équilibre. Donc, le mot équilibre, là, c'est un mot clé pour la psychagogie. C'est cultiver son équilibre dans notre vie au quotidien. Pour ça, il faut se connaître. Puis, tu as d'autres choses dans ta valise que tu traînes, que je trouve magnifique, plein de fleurs. Qu'est-ce qu'on a comme objet dans ta valise? Avant de revenir à ça, j'ai le goût de te montrer ceci. Un vieux trophée Regarde ce qui est écrit dessus. PSL 85-86. PSL, ça voulait dire polyvalente Célionnard. Et tu avais eu un méritage, dans le fond. Oui, puis regarde pourquoi. Pour le respect. Hein? C'est hot, hein? Ben oui. On était-tu hot à Polyvalente avec notre ami Marcel? Méritage. On faisait ça dans le gymnase. Oui. Des gymnases de décorés. Ouais. Ben oui, j'ai déjà eu des méritas, moi. Ben, c'est ça. J'allais amener parce que nos valeurs, là, dans le fond, qu'on essaie de vivre en équilibre, ça remonte en quelque part à loin. Oui. Tu sais, moi, j'amène la mienne, le respect. Moi, à cet âge-là, savais-tu, moi, que le respect, c'était si important pour moi que ça? Ça allait de soi. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ça allait de soi? Parce que tu été élevé là-dedans. Oui, il y a ça. Nos valeurs, ils peuvent venir de notre culture, mais ils viennent en interaction avec beaucoup ce qu'on est aussi. Okay. Parce que notre imaginaire crée nos valeurs, puis c'est un mélange de ce que la culture nous donne ou notre environnement et de ce que nous, on en fait aussi. Okay. On a notre façon personnelle de choisir nos valeurs. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai emmené ça parce que je me dis, les gens, on perçoit spontanément comment sont un peu les autres, tu vois. Puis moi, ça a sorti dans le tas que Suzanne Blouin, elle, le respect, c'est quelque chose qui se dégageait de ce que j'étais comme personne. J'imagine, puisqu'ils me l'ont donné. Puis c'est comme si, en retrouvant ça, je me suis dit, hey, c'est vrai que c'est vraiment en nous, les valeurs, tu sais, ça remonte à loin. Puis j'inviterais les gens qui nous écoutent à réfléchir un peu à ça, tu sais, quand vous étiez jeune, quand tu étais toi au secondaire, Stéphane, il y a sûrement une valeur que tu as maintenant, que tu avais déjà, puis que peut-être que tu t'en es pas trop rendu compte. Ben oui, dans le fond, moi, j'ai eu 50 ans, comme ton frère qui doit l'avoir eu récemment aussi. Oui. Avec le recul, moi, dans le fond, j'allais dire, je radote la même affaire. Bien, c'est un peu ça. C'est comme si... j'ai amené ça pour dire que nos valeurs aussi, en plus de les travailler en équilibre, il faut découvrir notre attachement. Parce qu'on a différents niveaux d'attachement aux valeurs. Il y en a qui sont vraiment super importantes pour nous, qu'on ne peut pas laisser tomber. Tu sais, quand je connais des personnes, moi, qui changent d'emploi, pourquoi? Parce qu'une de leurs valeurs fondamentales n'est pas respectée. Ouais. C'est là qu'on devient déchiré. Puis l'expérience, tu sais, des fois, tu dis hey, je vais faire ce choix-là professionnel, c'est payant. Mais exact. C'est payant si tu dors pas bien avec l'argent que tu gagnes. Tu sais. Bien, on peut parler de quelqu'un de très célèbre, Yvon Deschamps. Ouais. A eu un rapport très problématique avec l'argent. Il a fait beaucoup d'argent. Puis là, il en parlait avec sa femme. Il dit là, je suis pas bien. Moi, je viens d'un milieu populaire dans l'est de Montréal. Puis là, j'ai de l'argent. Elle dit ben là, redonne-la ton argent.
Fait que c'est lui qui a créé une fondation, qui s'est mis à investir de c'est Centre-Sud à Montréal, une maison pour les femmes aussi. Il a beaucoup donné de son argent parce qu'il n'était pas bien. Il n'a pas changé de métier. Il a dit, je vais le faire, mais ce que je vais dégager comme profit de ça, je vais m'en garder pour moi, là, mais je vais en donner. C'est ça. Il a bien vécu avec ça. Mais il y a un bout de sa vie, il n'était pas bien. Là. C'est ça. Mais tantôt, on parlait de moments propices à un accompagnement. C'est quand tu sens ça, là, que ta vie, il y a comme un décalage. Là. Tu sais, tu fais ta vie, mais tu sais que ça accroche quelque part, tu sais, puis que t'es pas... il y a quelque chose qui manque pour te sentir vraiment comme en cohérence avec ce que tu es profondément. C'est un peu ça. On ne le nomme pas nécessairement comme moi là, dans ces mots-là. Ouais. Mais tu sais, on sent que la mécanique en nous, elle roule un peu tout croche. Puis on se lève le matin, pas trop d'énergie, pas trop envie d'aller travailler, t'as pas de feu qui t'anime, tu sais. Ouais. Bien, c'est dans ce temps-là, tu sais, que je pense que c'est intéressant. Tu l'avais. Puis, tu sais, moi, je disais tantôt, je radote, mais tu sais, il y a des choses. Ben, tu te rappelles de notre conseiller en orientation à l'époque? Oui. C'était Ismaël. Oui, Ismaël Blili. Non, mais Ismaël, moi, il a fait des tests, puis tout ça, puis des choses qui ressortaient, puis c'est exactement ça que j'ai fait dans la vie. Ouais. Évidemment, l'outil pour le faire a changé parfois, mais tu sais, moi, c'était beaucoup au niveau de l'organisation, de revendiquer, l'identité. Tu sais, moi, c'était beaucoup ça que j'ai fait, au niveau identitaire, l'appartenance au Québec, l'appartenance à notre région, tout ça. Fait que, je te reconnais là-dedans. C'était là à 14 ans, à 15 ans. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, oui, des fois, j'ai peut-être été un petit peu à travers ça, mais la vie m'a ramené toujours vers ça. Le sens collectif aussi, la collectivité, c'est ça. Fait que... En fait, c'est sûr que c'est proche de nos intérêts. Tu sais, on peut avoir des intérêts pour des activités ou des champs, mais je dirais que les valeurs, c'est à un niveau qui est encore un peu plus profond que ça, parce qu'on peut vivre les mêmes valeurs dans différents champs d'intérêt aussi, tu sais. Fait que là, je vais me permettre une parenthèse. Oui, vas-y donc. Cette quête-là, est-ce qu'elle est... Parce que moi, je vois un retour du religieux dans la société. Intéressant. Je vais me permettre de donner mon opinion. Puis je trouve pas nécessairement que c'est toujours bon. Oui. Bien, c'est ça. Bon. OK. Parce qu'entre autres, on a notre exemple des Américains, tu sais, oui. Tu sais, là, que les politiciens invoquent Dieu, puis là, je suis Dieu, puis Dieu m'a dit de faire ça, puis j'ai été sauvé par Dieu, une tentative d'assassinat, puis le Dieu m'a protégé, puis etc. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve problématique, c'est quand on dénonce des systèmes politiques où la religion est très présente, puis on invoque Dieu de notre côté. Moi, je pense personnellement que Dieu, la religion, devrait être évacuée complètement de l'espace public. Okay. Je suis très... Tu es très pro séparation. Oui, la loi... Laquelle, déjà? Tu sais, de ne pas porter de signe de religieux dans les... Oui, comment qu'elle s'appelle? Écoute, 81, les numéros de loi, là, je suis pas trop bonne. En tout cas, moi, j'étais très pour cette loi-là. J'étais très pour parce que dans la... Puis ce que je trouve le problème, c'est que, tu sais, si on dit, ah, ben là, dans nous autres, oui, on a droit parce que c'est historique, mais, tu sais, moi... Si un le fait pas, l'autre ne doit pas le faire non plus. Fait qu'évacuons cette religion-là de l'espace public et, comme tu fais, dans la privée, dans mon intimité, ce que je vis dans mon intimité, c'est bien correct. Que toi, tu aies des valeurs religieuses, que tu adhères à une religion ou non, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais moi, quand c'est amené dans l'espace public, et là qu'on met à faire des accommodements, même à ça, moi, je te dirais qu'il y a des congés religieux fériés, je ne comprends pas que ça existe. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence, hein, dans le fond, c'est ce que tu me dis. Puis, tu sais, qu'on est sorti le crucifix de l'Assemblée nationale, du Salon bleu de l'Assemblée nationale, t'attends. Il est t'attend. Bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui doit se vivre en cohérence dans une société, c'est certain. En même temps, c'est toujours... Moi, je trouve qu'au Québec, on a, malgré ce que tu dis, que... Oui, il faut que les choses soient séparées, mais en même temps, on a peut-être un petit peu trop jeté le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y avait des choses valables dans cette religion-là, dans cet espace que la religion occupait dans notre société. En fait, c'est comme... Il faut faire la différence entre, justement, une symbolique religieuse, chrétien, musulman, hindouiste, philosophique, et, comme tel, le fait qu'un être humain est un être qui a une vie spirituelle en soi, avant qu'elle soit ancrée dans une ou l'autre expression religieuse ou culturelle. Donc, la vie spirituelle, la quête de sens, la quête de valeur, ça fait partie de l'être humain.
OK? C'est ça un peu qu'on a un peu évacué. Puis en évacuant ça un petit peu, bien, ça fait que l'espace pour discuter justement de ce dynamisme interne qu'on vit, puis qui a un impact au niveau public, on n'en tient presque plus compte. Ouais. Puis le fait de ne plus en tenir compte, c'est là que justement, en manque d'éducation, qu'est-ce qui arrive dans n'importe quelle religion? Où ça peut prendre le dessus, le côté dogmatique que tu dénonçais tantôt. Ou alors un côté qu'on voit peut-être plus dans certains groupements plus sectaires, où là, on est refermé sur nous, puis ça fait des personnes qui sont complètement coupées de la société. Ouais. Donc, ça prend une forme d'éducation, tu comprends? Parce que ce que tu me dis, de ce qui se passe en dedans. L'évacuation des gens religieux, moi, je trouve, tu sais, dans le sens, j'ai trouvé que c'est une bonne chose, parce que ces gens-là, ils étaient teintés dans leur accompagnement spirituel. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne voudrais pas non plus qu'on retourne à l'époque, c'est, mettons, la foi chrétienne qui a une mainmise sur les valeurs de l'école ou qui a une mainmise sur qu'est-ce que les gens doivent penser. Okay. Mais il faut éduquer les gens, justement, à réfléchir à leurs besoins de donner sens à leur vie. Parce que ça fait partie de l'être humain. Exact. C'est ça, la psychagogie, en fait, que ça reconnaît dans des mots qui sont scientifiques, qui ne sont pas dans une religion, qui ne vont pas expliquer ce besoin-là par des mots d'une religion en particulier, je te dirais. Et ça, dans le fond, mais là, à ce moment-ci, cette profession-là est un peu... Elle est très nouvelle, elle est avant-gardiste, innovante, et je pense qu'on en a vraiment besoin. Mais, ce que j'allais dire, elle a besoin d'encadrement. Oui. Parce qu'il y a, tu sais, moi, ce qui me fait peur dans les religions, des fois, c'est l'abus. Oui, tu avais raison. Mais comme dans n'importe quoi. Hein? Il y a des gens qui arrivent à toi. Tu sais, moi, je rencontre un psychologue, je rencontre un psychiatre. Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'il fasse. Ouais. Puis il y a un ordre professionnel. Il y a des lois qui l'encadrent dans sa pratique. Parce que là, je me retrouve dans une situation. Je dis, mettons, tu vas voir un psychiatre, tu n'es pas nécessairement dans le meilleur de ta vie. Tu as des faiblesses. Puis quelqu'un mal intentionné pourrait tirer sur ces ficelles-là puis prendre contrôle de moi. Donc, toi, tu sais, il y a des gens qui doivent aller te voir des fois qui sont comme... ils sont en questionnement, ils sont peut-être un petit peu en débalancement. Oui, mais qu'il y ait un encadrement à cette profession-là, c'est une bonne chose. Bien, tout à fait. Justement, parce que je vais donner un exemple. Oui. L'exemple que j'ai donné dans l'introduction, l'avant-propos de mon mémoire de maîtrise, si jamais tu as le goût d'aller le lire, là, il est disponible à l'Université de Sherbrooke gratuitement. C'est une de mes amies qui avait un cancer. Puis elle c'est une femme qui a une vie spirituelle, puis elle souhaitait se faire accompagner, pas juste par le médecin, mais par, justement, les questions de sens, que ça arrive quand tu as une maladie comme ça, importante. C'était face à la fin. Exactement. Fait que là, elle ne savait pas trop où se tourner. Elle ne voulait pas, je pense pas nécessairement aller vers un curé ou quelque chose comme ça. Fait que là, dans la clinique, je pense, où elle allait pour, sais-tu, physio ou je ne sais pas quoi d'autre, il y avait aussi comme une genre de clinique holistique où il y avait un bureau d'accompagnement spirituel, comme ça. Fait que là, je vais aller là. Fait que là, elle s'en va là. Puis là, première rencontre, deuxième rencontre, elle finit par se rendre compte que l'accompagnement qu'elle reçoit, la dame lui parle de faire un portrait, disons, de son équilibre de ses chakras, puis que son cancer serait peut-être dû dans une vie antérieure à quelque chose. Donc, elle est dans une compréhension du monde soit relativement hindouiste ou ésotérique. Là, je ne veux pas porter de jugement sur ces façons-là de croire. Elle est là dans le sens, je veux un accompagnement spirituel. Professionnel. Puis là, il a été teinté. Oui, c'est un peu ça. Okay. Mais la personne qui donnait cet accompagnement-là, pour elle, là, c'était une façon d'accompagner qui a peut-être... elle n'était pas mal intentionnée, non, c'est mais ça. Elle n'était pas dans toi ce que tu prônes. Elle n'était pas, accueil neutre. Elle n'était pas consciente, au fond, qu'un accompagnement professionnel, ce que c'est, si tu revendiques ça, c'est que tu n'es pas là pour projeter sur l'autre ta propre version du monde, ta propre compréhension de la vie et de la mort. Okay. Tu es là d'abord pour écouter celle de la personne. Si tu fais de l'accompagnement spirituel de manière neutre, comme tu dis, il faut d'abord que tu comprennes dans quoi la personne se situe, puis que tu aies des outils pour l'accompagner dans sa propre façon à elle de comprendre le monde. Puis là, en lui faisant faire le test AT9, un exemple, bien là, tu vois son équilibre, mais on ne parle pas là, du fait de croire au chakra ou pas. OK? On va parler de, OK, tu crois à ça, c'est parfait. Bien maintenant, on va regarder, OK, comment ça se met dans ton équilibre de vie, ça. Comment, parce que tu peux avoir un chapelet de croyance.
Oui. On peut se constituer Ben une oui. croyance. C'est beaucoup tout ça. comme ça aujourd'hui que ça fonctionne. Hein? Parce que On les se gens bricole. prennent un peu, Ben oui, un peu un de peu buffet partout. chinois. Oui, Un petit peu de c'est tout. correct aussi. Ben oui. Ouais. Mais c'est ça. Mais une autre parenthèse, ça ne démontre pas notre individualisme. Ben, on est de dans dire, notre culture. Moi, je ne peux plus cadrer. On ne cadre pas dans des cadres établis. Moi, je fais mon affaire. C'est comme professionnel, Non, comme individu. On a de la misère à se conformer. Ouais. Ben, moi, je ne suis pas conformiste, là, mais avant, il y avait comme une recette, puis on rentrait tout dans la recette. Là. Mais je te dirais que c'est un des défis de notre société, en quelque sorte, que chaque être humain est confronté à lui-même, à identifier lui-même sa propre façon de donner sens à sa vie. C'est sûr, on devient très individualiste. Ouais. Ça nous libère en même temps de choses qui ont été un peu abusives, hein, comme on a dit. Mais en même temps, ça devient aussi un défi parce que c'est pas si facile que ça. Là, comment tu fais par juger toi-même que telle croyance est pas pire, celle-là est bien, puis tout ensemble, ça donne quelque chose qui me fait du bien. Tu sais, c'est chaque personne qui réfléchit à ça par rapport à soi. Là. Fait que ton ami que tu citais dans ton mémoire, c'est cet événement-là, toi, tu étais en contact avec elle, fait que là, ça t'a amené à dire, il faut avoir une profession. Oui, c'est un peu ça, oui, parce qu'elle m'a dit, tu sais, après 2 rencontres, là, elle a arrêté d'aller la voir, elle a perdu son temps et son argent avec cette personne-là, elle, parce qu'elle ne se reconnaissait elle, pas du tout là-dedans, là. Puis après ça, elle n'a pas allé voir vraiment d'autres mondes. Elle était laissée un peu à elle-même. Bien, heureusement, c'est quelqu'un qui a une grande réflexion. Elle n'a pas été allée voir ailleurs, dans des approches plus psychologiques, je dirais. Okay. Mais puis elle a fait aussi éventuellement avec moi, mais tout ça pour dire que c'est elle qui m'a fait prendre conscience vraiment de l'importance de baliser ça, ce champ-là. Parce qu'en le jetant avec le bébé et l'eau du bain, comme vous disait la dernière fois, c'est comme si c'est le free-for-all maintenant. Bien, ça a ouvert la porte à plein de... N'importe quoi. Je vais employer un mot anglais, de wannabe, là, tu sais, des gens... Moi, oui, je suis tu peux un diplômé t'improviser. de l'école de la vie, là. Oui, là, exactement. On se met à faire du coaching spirituel, puis avec pas d'outils, puis en cas de problème, on se retrouve le bec à l'eau, puis ça décompte. Tu sais, on joue sur des aspects vitaux de l'être humain. Je dirais le plus profond. Tu sais, quand on est au niveau psychagogique, on est encore plus profond d'une certaine façon que même en psychologie. Là, je parle peut-être moins de la psychanalyse, mais en psychologie de manière générale. En psychagogie, on s'adresse dans le fond aux racines de la personne. Tu sais. C'est comme si l'être humain, c'est un arbre, puis la vie spirituelle, c'est vraiment ses racines. Hein, tu sais, parce que c'est quand on a notre biologie, tout ça, mais tout de suite, on a besoin de se mettre à faire du sens dans notre vie, à comprendre le monde, puis à se situer, puis on le reçoit, mais on le crée aussi en même temps, là, dès notre plus jeune âge. Fait qu'on parle de professionnalisation de ce métier-là. Est-ce que dans tes souhaits, toi, il y aurait un baccalauréat en psychagogie des valeurs ou en accompagnement spirituel? Là, je ne sais pas, mais moi, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Mm-hmm. Puis, suite à ma maîtrise, là, c'est ça, j'ai décidé d'offrir le service plus large qu'en éducation, parce que je le fais en éducation. Donc, il y a un site web là, qui existe pour parler de l'approche, mais depuis 1 an que ce site-là existe, il y a comme 6-7 personnes là, du milieu, pas mal d'éducation, qui souhaitent aussi s'approprier cette approche-là pour pouvoir l'utiliser. Donc, puis, tu nommes un site web, nommons-le. Oui, bien, c'est psychagogie.ca. OK. Oui. Fait qu'on peut avoir ça. Ouais. Puis, est-ce que le milieu, y a-t-il des gens du milieu universitaire qui sont en discussion on parlait avec de toi? formation. Oui, c'est ça. Bien là, tu vois, dès cette semaine, mardi, là, je donne je fais une intervention dans un cours à l'Université de Sherbrooke sur la quête de sens. OK. Je vais expliquer l'approche psychagogique pour des personnes qui sont en train de se former. Là, en quoi? Soit en soins spirituels dans les hôpitaux, ou ils sont dans la maîtrise en études du religieux contemporain, comme moi j'ai fait, je pense, la plupart, là, peut-être au doctorat, je ne sais pas toutes. Mais c'est des gens qui se forment, là, puis ils vont avoir dans leur bagage, ils vont savoir que c'est une approche professionnelle qu'on peut utiliser en accompagnement. Mais après ça, c'est sûr que moi, là, ce qui s'en vient avec l'Université de Sherbrooke, on est en train de monter un colloque. Un colloque qui va avoir lieu au mois de mars. 10-11 mars à Longueuil. 2025? Oui, c'est ça. Sur valeurs, quête de sens en éducation. OK. Puis on va rassembler différents chercheurs là, qui s'intéressent à la question pour parler de ces choses-là. Puis élargir justement le sujet qu'on parlait tantôt de
dans l'espace public, justement, ou en éducation plus en particulier, vu que moi je viens de là, comment on peut faire place à ces questionnements-là de sens sans non plus exagérer, sans non plus devenir dogmatique, mais reconnaître que ça fait partie de la vie, tout simplement, puis il faut l'éduquer aussi. Tu me parlais des hôpitaux, de nos centres hospitaliers. Est-ce que c'est puis là, je veux que tu fasses mon éducation, puis... si je peux, là, écoute. Mais tu parlais de gens en accompagnement spirituel. Est-ce que c'est systématique qu'on ait ça dans des hôpitaux au Québec? Oui. Okay. Bien, il y en a plus. Est-ce qu'il y en a dans tous les hôpitaux? Là, j'ai pas assez étudié cette profession-là, mais il y a différentes formations dans différentes universités pour devenir intervenant en soins spirituels. C'est vraiment le nom de la profession. Puis c'est des gens qui sont appelés à intervenir beaucoup auprès des personnes là, qui sont souvent dans des... Oui, gravement atteintes et tout ça, là, accompagnées. Quoi, avec ces gens-là, dans le fond, ce que je comprends de ta présence dans des cours, c'est que, vous savez, il y a un bel outil qui s'appelle... Oui. Bien, regardez, l'autre livre pour lequel tu m'as interpellé, le titre, c'est « Pédagogie de la finitude ». La finitude! Wow, hein? Dans le sens que... Elle m'apprend des mots, cette Suzanne-là. Écoute, il faut que je te montre un autre petit objet que j'ai apporté. Finitude, c'est quoi ça, la finitude? Bien, c'est le fait qu'on est toutes finies, Stéphane. Qu'on le veuille ou non, notre temps, il est compté. Es-tu d'accord avec moi? Ben oui, on a un début puis on a une fin. Oui, c'est ça. De vie terrestre, là. Elle cherche dans sa valise. Oui, je cherche ma petite... Le trésor. Ben je l'avais mis là pour ne pas le perdre. Tu vois comment qu'on est fini, on pense une affaire, notre mémoire à nous lâche, déjà à 54 ans. J'ai apporté là, une mini-montre ici. Là. Une petite montre qui appartenait à ma grand-mère, que ma mère a eue. Elle n'avait pas un gros poignet, ta grand-mère? Non, elle est toute petite, hein? Ah, oui. Elle est vraiment vieille. Wow. Puis moi, ça me rappelle justement, on est tous un peu face à la mort dans la vie, qu'on en ait conscience ou pas. Il y a un début puis une fin. Puis le temps, mais c'est pour ça que la spiritualité existe, Stéphane. Parce que si on n'était pas en questionnement par rapport à ça, mais là, il y a des gens qui donnent presque un caractère humain aux animaux. On peut penser, à l'état des connaissances, que les animaux n'ont pas nécessairement ce genre de réflexion-là. Quoique, il y a peut-être des... Moi, j'ai déjà vu que les éléphants avaient comme des genres de rites funéraires. Oui, ou un espèce de langage. Hein? Je n'oserais pas me prononcer là-dessus parce que... On n'est pas des spécialistes, mais on a conscience, si on est intellectuellement, entre guillemets, j'allais dire normal. Si on a une capacité intellectuelle régulière... On a une mémoire. Oui, c'est ça. On sait qu'on va mourir. Oui, c'est ça. On va dire, ça nous fait freaker un petit peu. Oui, on appelle ça l'angoisse existentielle. C'est pas de l'anxiété, comme on dit d'aujourd'hui, parce que tu as un trac, parce qu'il y a un événement qui arrive. C'est qu'on le sait qu'on est mortel. Veux pas, on l'a à l'intérieur de nous. Puis on peut passer une bonne partie de notre vie à pelleter ça en arrière, puis faire comme si on vivait de manière... Ou pelleter en avant. Oui. Je te confie, j'ai eu ça comme réflexion, là, quelques jours, moi. Je n'ai pas de préarrangement funéraire. Moi non plus, encore, là, mais... Mais là, on va commencer. Ça commence à nous... Là, 10 ans, je ne pensais pas à ça. C'est ça. Mais là, je commence à y penser. Puis c'est ça, au fond, là, qui est comme dans le soubassement des racines de l'arbre, mais qui nous influence sans qu'on le voie nécessairement. Mais c'est là. On ne le voit pas, on n'y pense pas tout le temps. C'est comme les racines de l'arbre, tu sais, on ne les voit pas, on n'y pense pas tout le temps. Quand on voit un arbre, qu'est-ce qu'on voit? Le tronc, puis les feuilles, les fruits, c'est beau. On va penser un peu aux racines, mais c'est vraiment là que ça se passe, tu sais. Mais moi, je ne veux pas créer d'obligation à personne. Mais moi, j'entends des gens réfléchir. Je dis, non, pense pas à ça, pense pas à ça. Mais y a-tu des gens qui peuvent consciemment dire, moi, oui, je sais que j'ai une fin, puis la mort, je sais que ça existe, mais moi, je m'en fous. Bien, je te dirais que ça, c'est une posture de sens. Ah. C'est une façon de se fabriquer un sens que de dire « je m'en fous ». OK. Dans le sens que, pour en arriver là, tu t'es dit que la mort existe. Ouais. Fait que tu t'es dit, bien, comme moi, je ne veux pas m'en occuper, au fond, ben je vais juste pas m'en occuper. Le non est un oui. Tu sais, dans le fond, c'est comme je me suis bâti une négation de ça. C'est ça. Mais il y a un sens. Oui, c'est ça. C'est une façon de dire, est-ce que c'est vraiment un sens ou juste de l'évitement? Mais il reste que c'est une posture, OK? Mais un sens, on pourrait dire un sens au sens spirituel à la mort, c'est plus... C'est pour ça que les religions existent aussi. Puis c'est pour ça, dans le fond, que toute la symbolique existe dans les religions plus orientales. On va dire que c'est un cycle. Oui, c'est comme on cherche de maîtriser le temps.
Oui. Tu sais, si je crois que je reviens dans une autre vie, dans un autre corps ou une autre existence, bien, ça conditionne un peu ma vision de ce que je fais maintenant. Ça donne du sens à ce que je fais maintenant. Si je crois que ce que je fais maintenant, ça a une influence sur ma prochaine vie. Ou si je crois que plus tard, je vais au paradis, entre guillemets, comme autrefois, c'était beaucoup très répandu, bien, ça conditionnait aussi ce qui se passait dans ta vie présente. Hein? Fait que c'est Mais ça. il y a, puis tu sais, ce que je comprends de ta démarche, on veut une racine scientifique à ça. Y a-tu là-dedans la manière qu'un cerveau humain est fait? C'est pas des neurosciences, OK? OK. À l'époque où la théorie de l'imaginaire, qui est à la base de la psychagogie, a été élaborée par Gilbert Durand en France, un anthropologue de la culture, c'était dans les années 60. Puis à ce moment-là, il se basait, lui, sur les réflexes dominants. C'était la réflexologie. Le fait qu'on a un réflexe de se tenir debout, tu sais, quand tu prends un enfant puis il se tient comme ça. Ouais. Puis on a un réflexe aussi de se blottir, d'avaler. Hein, tu sais, ça, c'est le réflexe de se tenir debout. Ça, c'est celui de se blottir. Ouais. Bien, il s'est basé là-dessus, lui, pour analyser des grandes productions humaines, que ce soit en art, dans les religions, dans les sciences, pour en arriver à comprendre que dans l'imaginaire, on avait aussi ces réflexes-là, puis que ça conditionnait un peu le sens de notre vie, au fond. Mais là, excuse-moi, j'ai comme un petit peu perdu ta question. Mais dans le sens, déjà? moi, ce que je me disais, tu sais, face à la conscience d'une fin, Ah oui, le un être neuroscience. humain qui soit en Nouvelle-Guinée ou au Québec en ce moment, il y a comme... Il y a des réflexes. Le cerveau est fait pour, tu sais, tu parles d'objets, tu parles de croyances, puis tu sais, je ne suis pas un théologien du tout, mais tu sais, cataclysme, tu sais, il y a ça dans beaucoup de religions, là, tu sais, le Dieu qui est souvent âgé, que ce soit un homme, une femme. Les visions de Dieu sont différentes. Là, oui. Bon, tu parlais du cercle tantôt. Oui, des cultures autochtones qui ont beaucoup une vision du monde fort différente. Là, donc, aussi, c'est ça. Mais oui, une vision du monde différente, mais il y a quand même, même des civilisations qui n'ont pas eu de contact ensemble. C'est plus vrai en 2024. Là. C'est rare des civilisations qui n'ont plus de contact avec d'autres. Oui, ça existe encore. Mais c'est très minoritaire. Mais il y a comme des manières de voir le monde. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont reliés à comment notre cerveau est fait. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ça, je disais, je parlais de Gilbert Durand parce que c'est les années 60, mais aujourd'hui, cette théorie-là est en voie d'être révisée beaucoup par les neurosciences. Il y a un ouvrage qui existe qui s'appelle Neurosciences et imaginaire, ou Imaginaire et neurosciences, un des deux, je me souviens pas, qui est en train de nous dire comment justement l'imaginaire en lien avec les neurosciences, ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que c'est universel. En fait, c'est une théorie de l'imaginaire, celle des années 60, qui à ce jour semble être universelle parce que l'être humain, comme être humain, ça, l'anthropologie, c'est comprendre l'être humain, est le même partout sur la planète. T'sais. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi qui naît ici puis la personne qui naît au Japon ou au Brésil? Bien, c'est beaucoup justement la culture qui va venir colorer un peu les représentations. Mais la façon de former, d'avoir nos compréhensions, notre symbolique, ça, c'est pareil partout. Donc, Suzanne Blouin, résumons notre entretien qui a été à plein de plages. C'est ça, c'est correct, ça. J'ai trop de choses à raconter. Ben oui. Donc, rappelons, tu as fait un mémoire de maîtrise qui portait sur... La psychagogie des valeurs de Lapré, de Raymond Lapré, en fait, l'auteur ici, oui. Donc, pour l'accompagnement professionnel. En matière spirituelle, en matière de sens, de valeurs, tout ça. C'est ça. Tu as un site Internet? Oui. Psychagogie.ca. Et donc, volonté de créer un ESBL. Puis s'il y a des gens qui s'interpellent, là, toi, es-tu réceptive à des gens qui voudraient s'associer, travailler, en apprendre davantage? On peut certainement. Bien, sur le site web, vous allez constater qu'il y a différents formulaires qu'on peut remplir. Ça peut être un formulaire simplement pour recevoir un service, faire se connaître à travers un accompagnement avec le test AT9, ça c'est une chose. Bientôt, j'offre aussi un volet d'accompagnement de groupes communautaires qui voudraient réfléchir en groupe un petit peu à leurs valeurs. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai créé un jeu qui s'appelle Mise tes valeurs. Des cartes. Moi, je suis un amateur de cartes de hockey, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un jeu pour apprendre un petit peu à s'approprier le sujet des valeurs en équipe. OK? Bien, donc ça, c'est une offre qu'il y a sur le site, un groupe qui voudrait, par exemple, vivre ça dans une... Tu sais, les activités de team building, là. Oh oui. Tu sais, au lieu de... Bien, des fois, c'est le fun à faire des jeux de société, là, juste pour des jeux de société, mais ça peut être un jeu de société. Un sens, oui, c'est exactement.
Le partage. Mise aux enchères, partage. Pour chaque jeton misé, donne un exemple tiré de ta vie. Plaisir. Ah là, je tombe encore sur une mise aux enchères. Oui, il y en a plusieurs. Permission, tolérance. Tu peux acheter cette valeur pour 10 jetons. Explique ton choix. Non, moi, de ça. Oups! Tu as oublié tes valeurs en sortant du bureau. Remets une de tes valeurs dans le paquet. C'est vraiment pour rigoler, là. Ben oui, non, c'est humoristique. Mais en même temps, il y a beaucoup de sens là-dedans. Oui, veux pas. Aller jouer, aller faire du canot en gang, c'est correct, là, mais il faut que tu en tires quelque chose. Puis ça, on est là-dedans. Là. Quand je parlais d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est un peu ça, tu sais. C'est comme si on enlevait tout ce qui était les questions de sens parce que c'était trop religieux, mais il n'y a plus grand-chose, on n'a plus beaucoup d'outils, là, pour travailler ça de manière collective. Ça en est un, c'est pas de la religion, mais ça vient parler des valeurs qui peuvent nous unir. Les valeurs, c'est comme le lieu collectif du sens, finalement. Qu'on peut. C'est une phrase là, que tu viens de dire là. Répète-moi là. Les valeurs, pour moi, c'est un peu le lieu collectif du sens. Parce qu'on peut tous s'entendre dans le sens qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais tout le monde a des valeurs. Là. On ne parle pas de religion, mais dans les religions, il y a des valeurs aussi. Donc, c'est comme un point central où on peut discuter, tu comprends? Okay. Bien, merci Suzanne Blouin, puis j'invite les gens à suivre notre page Facebook, les Amis de Télécar. On va sûrement se reprendre, ma chère. On invite les gens aussi à te suivre virtuellement. Oui. Suzanne Blouin, ton site Internet aussi. Donc, vraiment intéressant. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Moi, j'étais une éponge aujourd'hui. J'ai appris plein d'affaires. Bien, merci Stéphane, parce que on va bientôt fonder le Centre de psychagogie des valeurs. Donc, ça va être pour nous un grand plaisir là, de pouvoir revenir en parler éventuellement. Bien, merci Suzanne, au plaisir. Merci beaucoup.